Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, les longues promenades en campagne et une bonne dose d'alcool fort pendant les matchs. Voilà le secret de son flegme à l'antenne quand il parle du hack. Le capitaine d'actu Romain vous accompagne ce soir. Salut Romain. Salut, bonsoir à tous. Apprendre le japonais pour finalement parler chinois en regardant les Marines, tel est le destin qui lui a été donné. Florian est des nôtres également. Salut Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce soir, Lignon mais pas trop. Retour sur Rodez Hack. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Et D1 Arkema, 12 mois de plus pour se maintenir. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 30, c'est parti. Et tout de suite, jingle Rodez. Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas. Et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Nous avons échangé un petit peu les jingles aujourd'hui et c'est vrai que ça patine un peu et que le hack n'obtient toujours pas officiellement son maintien, même si il se rapproche journée après journée. Mais une fois de plus, une occasion de manquer samedi soir face à Rodez. On savait qu'à Paul-Lignon, ça serait compliqué de gagner. Un point de plus, arraché au bout d'un match pas forcément exceptionnel, mais nous allons revenir en détail sur ce qui s'est passé. Florian, je vais commencer avec toi, déjà en parlant de la composition d'équipe du hack. On savait que ça serait compliqué et ça l'a été énormément, vu que le hack est parti sans son attaque avec Alioui et Bonnet suspendus et Jamal Thiaré sur le banc. Les deux hommes forts du moment, Alioui et Bonnet. On rajoute à ça aussi Mayembo qui était pas là en défense. Et je pense qu'il y avait les trois meilleurs joueurs du groupe qui étaient absents pour ce match. Donc ouais, pas serein. Surtout quand tu sors de Clermont avec certes un match nul, mais que pour moi il fallait la victoire. J'étais pas trop emballé par ce match et j'ai bien fait de pas être emballé par ce match. Romain, toi aussi, normalement, il y aurait dû y avoir match face à Toulouse dans la semaine, donc au final, c'est 2 déplacements d'affilée. Et on peut dire que s'il y avait eu un visage au hack qui était, disons, plus que sympathique à Clermont, malgré le premier quart d'heure loupé, samedi soir face à Rodez, c'était un peu plus compliqué que ça. Ouais, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain sont à l'image d'essayer d'obtenir le maintien. Ça patine, quoi. On va retrouver un Abdelli titulaire, un Boutaïb à la pointe de l'attaque, à la place de Thierry qui était trop juste, Cornet qui fait son retour. Alors on n'avait pas compris pourquoi il était sorti du 11 contre Clermont, mais donc parce qu'il a fait 2 bons matchs. Et là, par la force des choses, il est réaligné. Et puis Romain Basque qui va dépanner en défense centrale. Je l'ai pas trouvé très bon Romain Basque sur ce match-là. Il a fait quand même sur le premier quart d'heure, il a fait de très mauvaises relances. Il a pas trouvé ses coéquipiers. Après j'adore le joueur, encore une fois je le redis, mais faut avouer que sur ce match-là je l'ai vraiment pas trouvé terrible. Et puis Boutaïb, on va en reparler bien sûr, hein, mais sur le début de match, on l'a pas beaucoup vu. Voilà, c'était une dure entrée en matière, en tout cas sur le premier quart d'heure, c'était assez ennuyeux, et même après par la suite, mais au moins l'entrée en matière était difficile. Oui, Rodez a bien attaqué d'entrée pendant un quart d'heure. On s'est même fait très peur avec une tête sur corner, une des spécialités ruténoises qui est passée un peu au-dessus de la barre de Gorgelin, mais qui donnait bien le ton. Mais au final, c'était le coup de fouet dont les Havrais avaient besoin, vu qu'ils prennent la mesure. Ils ont pris la mesure des Ruténois ensuite pendant les 20 minutes qui suivaient. Gibou était à 2 doigts d'ouvrir le score et au final, on est à la classique. Quand c'est pas toi qui ouvre le score quand on a l'occasion, c'est Rodez qui ouvre le score à la 33e. Une belle frappe de Le Borgne sur une situation défensive qui est encore une fois pas à l'avantage de Woyo Koulibaly. Moi qui ai voulu essayer de le défendre la semaine dernière, ça va être difficile cette fois-ci.
Et donc, ouverture du score qui arrive comme ça. François Manoury, je voulais qu'on voit avec vous. Les joueurs ont dit qu'il y aurait peut-être faute sur Gorgelin. Donc, est-ce que pour vous, Romain, pour toi, est-ce qu'il y avait faute sur Gorgelin? Pour moi, il n'y avait pas faute. Et puis, Non, je te rejoins. Je pense qu'il n'y avait pas faute. Je pense qu'il n'y a pas de but volé. Non, pour moi, il n'y a pas faute. Oh, pareil, pour moi, il n'y a pas faute. Après, le petit dégagement raté de Woyo, j'avais l'impression de jouer avec l'oncle dimanche autour d'un barbecue et qui a un petit coup dans le nez, quoi. Bon, ça m'a fait sourire. J'ai ri jaune sur le coup, mais ça m'a fait sourire quand même. Et l'oncle, c'était après l'apéro ou après le repas? C'est juste ça. C'était peut-être après le repas, quoi. Donc un bon coup dans le nez. Une après-midi bien chargée sur cette première mi-temps, les gars. Malheureusement, une fois que l'ouverture a été faite, on peut pas dire qu'on ait eu beaucoup de choses à se mettre sous les dents. On va attaquer ensuite directement la deuxième mi-temps. Là aussi, c'est brouillon, c'est trop peu dangereux. Et on peut dire, heureusement, que Hugo Bonnet était comme au match aller, c'est-à-dire potentiellement visible, mais inefficace au possible. Et par contre, Dembélé qui touche du bois. On a eu très très chaud. On aurait pu prendre... j'ai vu qu'on aurait pu perdre 2-3-0. C'est sûr, Romain, qu'à la 75e, on en menait vraiment par large. Et même moi, j'avais dit qu'on se faisait balader par Rodez. Alors, on n'est pas loin du 4-0, même avec je crois qu'il y a 2 actions loupées de Hugo Bonnet et une de Dembélé. Donc si on rajoute ça au but, ça fait 4-0. C'est clair qu'à la 75e, on n'emmène pas large. Juste petit message pour Vincent Volpe, Hugo Bonnet, il faut le signer au hack, merci. Voilà, c'est passé. Et sinon, sinon le tournant du match, il est dans les changements de Paul Le Guen à l'heure de jeu, à la 60e. Il fait sortir donc Koulibaly, Cornet, Mbemba au profit de Basile, Thiaré et au profit de Marmoud. Et donc là, on voit quand même que... Message à Vincent Volpe, fait signer Marmoud. Genre voilà, ça c'est possible. Ouais, c'est vrai. Et non, on voit que ça a amené quand même un peu plus d'impact dans le jeu. Alors bien évidemment, avec tous ces joueurs-là, on s'est découvert ce qui a amené les actions de Rodez et heureusement ratées par Rodez. Alors sinon, on était mort à 2-0, on revenait pas, c'était certain. Et du coup, on a profité aussi de ces ratés. Et c'est vrai que ça a amené un peu plus de pep dans le jeu, sans pour autant, voilà, que ce soit la folie. Faut pas non plus s'enflammer, mais c'était mieux. Florian, pour toi, justement, après cette 75e et ce poteau de Dembélé qui, au final, ne scelle pas une victoire utenoise qui était normalement en bonne voie, on voit des actions. Thierry, première alerte, et sur l'action finale au centre de Basile pour finalement Boutaïd, parce que Thierry ne réussit pas à la conclure à son niveau. On arrache un point au bout du bout. Qu'est-ce que toi, tu considères de ce point? Pour revenir sur la deuxième mi-temps, bizarrement, j'étais comme vous. Alors certes, c'était un peu mieux, mais je trouvais pas ça exceptionnel. Et quand je regarde les stats, je me dis, au début de saison, on aurait signé pour un match comme ça, parce que on a 6 tirs cadrés. Alors que on se souvient de certains matchs de hack où on en avait un, et encore, c'était vraiment pas terrible. C'était mieux, on avait la possession. Après, on s'est fait prendre en compte 3 fois dans le dos quand même. Heureusement que, je sais pas, le dieu du football est avec nous, ou je sais pas. Et bizarrement, sur le poteau de Dembélé, je me suis dit, ils vont aller le prendre ce point. Et le commentateur, je sais pas si ceux qui étaient sur Bein ont dû l'entendre, il fait, on connaît l'adage, quand on loupe trop d'occasions de mettre le 2-0, de toute façon le Havre connaît bien, parce qu'ils ont l'habitude, et on se le prend derrière, et Rodez se l'est pris juste derrière. On va être franc, c'est pas du tout mérité. Et c'est totalement l'effet inverse de Clermont. Autant Clermont, pour moi, c'était obligé de le gagner. Et pour moi, celui-là, c'était obligé de le perdre. Et on revient à l'adage de Paul Le Guen, l'important c'est les 1 point. Donc 1 point par 1 point, à force, ça va le faire. Après, pour revenir sur le but, alors là, par contre, c'est quand même très drôle que ça soit Basile qui fasse la passe et Boutaï qui marque. Sachant, on va pas se mentir, c'est 2 des joueurs qu'on trouve le moins bon cette saison. Pour revenir sur le but, c'est quand même très très hack, quoi. Un centre de Basile qui est un peu mis au placard, un Thierry qui se loupe, encore une fois, j'ai envie de dire.
et Boutaïb qui a pu qu'à la mettre au fond. Et bon, là, on va rendre à César ce qui est à César, même si c'est pas le tir le plus compliqué de sa carrière. Il a vu la confiance du moment, il la met, ça fait du bien. Après, pas sûr qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Polo a fait de bons changements, ça a noté très tôt. Donc pour une fois que c'est intéressant, mais ouais, je suis ressorti de ce match, c'était de toute façon, je l'avais dit, vivement que ça se finisse, qu'on passe à autre chose, et puis voilà quoi, il y avait rien de, j'en retiens rien dans le jeu, j'en retiens juste les 1 point pris quoi. Enfin les fameux 1 point par 1 point. Donc ça fait quoi là? Ça fait 3 matchs qu'on fait des matchs nuls. Ça fait 4. Et d'ailleurs, je voulais donner une phrase que Paul Le Guen aurait pu sortir. Au moins maintenant on est régulier. Ça fait 4 matchs nuls à 1-1. Là, on est dans la régularité, les gars. Ouais, on est dans la régularité du résultat, mais pas dans le jeu, quoi. C'est ça le. Je préfère faire des vacillations et faire victoire-défaite et avoir un jeu classique et si possible bon que d'un coup faire un bon match, prendre 1 point, faire un mauvais match, prendre 1 point. C'est un peu. Tu vois, sur cette fin de saison, je partage pas parce que tous les points sont hyper importants là quand on voit derrière nous. Et du coup, comme je l'ai dit la semaine dernière, je préfère repartir, même avec le scénario du match, je préfère repartir avec 1 point de Clermont et voilà, ça fait 4 points de prix à la suite et on voit quand même que c'est super important là. Oui, surtout quand on voit les résultats d'hier qui sont très favorables au HAC. Mais après, voilà, pour moi, Clermont, il devait forcément avoir les 3 points. Donc, s'il y avait des défaites derrière, bon, ça équilibre les choses. Mais ouais, non, en fait, quand t'es fan de foot et que tu regardes ton équipe, tu te dis, allez, la victoire. Et nous, j'ai cette sensation, on fait, allez, un petit match nul, ça serait pas mal quand même. Donc, ouais, non, c'est vivement que ça se termine. Pour moi, c'est quasi acté. On va en parler plus tard, mais c'est vivement que ça se termine, qu'on passe à autre chose, et que si possible l'année prochaine on fasse un peu plus de victoires, ça serait cool. Bah, on va en parler tout de suite justement, Florian. On va en parler tout de suite justement de la fin de cette saison. Juste te dire que c'est bien pour Boutaïb qu'il est marqué vu qu'on l'appelait. Voilà, donc Boutaïb est finalement meilleur que Faneva Andriatsima. Ça, c'est acté. Il y a un but, ça suffisait. Et effectivement, ça nous permet de recoller à l'avant-dernière attaque de Ligue 2, tout confondu, vu qu'à l'entame du match hier soir, nous étions la pire attaque de Ligue 2 avec 27 buts marqués, avec X CSC et X penalty. On en tirera les conclusions qu'on en voudra pour la construction de l'équipe l'année prochaine. Et parlons donc de cette fin de saison. Est-ce qu'on va trembler finalement jusqu'au bout? Parce que en fait, c'est pas génial, le rythme est faible, mais on a quand même quelques points d'avance sur les équipes de derrière. Et surtout derrière, il y a certaines équipes qui vont rester, à mon avis, dans la colle. On va passer un petit bonjour à notre copain Maxime. Mais j'avais dit avant le match à Sochaux pour Malherbe qu'il risquait de faire le grand chelem, c'est-à-dire 0 points sur les 4 derniers matchs. Ça a été compliqué samedi soir, mais bon, ils ont quand même donné 2 pénaltys à Sochaux, donc il fallait bien qu'il y en ait un qui finisse au fond pour une défaite. Ils récupèrent des joueurs, ils ont des joueurs covidés. Donc, même si le HAC ne réussissait pas à prendre ses points, est-ce que vous voyez quand même suffisamment d'équipes nous passer devant pour qu'on tremble jusqu'au bout? Romain, la parole est à toi. Non, j'ai regardé le classement ce matin. Non, comme tu le dis, il faudrait qu'il y ait des équipes qui nous passent devant. Enfin, cumulé au fait que nous on se foire complètement, il faudrait qu'il y ait des équipes qui carburent et qui nous passent devant. Donc, sincèrement, non, mathématiquement, je pense que c'est quasiment atteint. Maintenant, voilà, moi j'ai envie que la semaine prochaine, à domicile, contre Chambly, qui est un adversaire, on va dire à peu près direct pour cette lutte là, voilà, qu'on fasse le boulot. En fait, faut faire le taf, faut faire le boulot maintenant, faut se maintenir. Paul Le Guen, si vous vous rappelez bien, avait parlé d'une date du 30 avril où il y aurait des décisions qui devaient être prises avant le 30 avril ou au 30 avril concernant des prolongations de contrats et des offres de contrats. On va rencontrer Chambly. C'est le 30 avril. Pourquoi il y a des décisions? Parce que c'est au 30 avril que les joueurs, que le HAC
doit proposer des contrats à ces jeunes. Parce que c'est au 30 avril que la liste des jeunes libérés sera publiée. Sauf qu'au 30 avril, on sera toujours pas sauvé, puisque le 30 avril, c'est vendredi, et on joue Chambly le samedi. Donc ça veut dire que c'est quand même embêtant pour la saison prochaine qu'on n'ait pas réussi à obtenir ce maintien avant, enfin toujours pas d'ailleurs. C'est 2 à 3 semaines, il y a 2 à 3 semaines qui manquent et qui font que les autres réussissent et que nous, on attend vraiment le bout du bout pour décider. Donc en conclusion, je suis pas inquiet pour le maintien, on va l'obtenir. Par contre, on l'obtient pas dans les temps adéquats pour bien préparer la saison prochaine et on aurait pu faire plein d'essais sur cette fin de saison et ça y est, c'est mort quoi. Donc c'est pas les 3 bouts de match qui va nous rester ou 2 bouts de match où on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut faire des jeunes, etc. C'est trop tard. Et ça, c'est bien dommage dans la construction du futur. Déjà en plus dans les matchs qui restent, c'est-à-dire que là Chambly, tu vas pas lancer tes jeunes parce que tu vas vouloir essayer d'assurer ton maintien face à une équipe supposée plus faible. D'ailleurs, coucou aux Camblésiens, parce que si pour Toulouse au niveau du Covid il y a eu des aménagements, eux ils l'ont pris dans la tronche. C'est peut-être entre autres les quelques points qui pourra leur manquer pour le maintien. Et on aurait bien aimé que les Camblésiens se maintiennent, mais malheureusement, on va d'abord penser à nous dans cette affaire et essayer de définitivement clore la page de cette saison pourrie. Et ensuite, derrière, il te reste quoi? Valenciennes, où si on gagne contre Chambly, le match, autant vous le dire, ça va être un match claquette. Donc, c'est clair. Pourrait sûrement le regarder d'un œil très très lointain, et tu auras coincé juste avant le match en retard contre Toulouse, qui va essayer de tenir son rang pour les 2 premières places pour lesquelles c'est pas encore décidé pour eux, et tu finiras par 3, et 3, on verra. Ça peut être un match en claquette si 3 est déjà champion assuré, ou si c'est un match pour lequel 3 doit encore prendre des points, on risque fort de prendre la volée. Ouais, pour ma part, j'ai des points positifs sur cette fin de saison et des points négatifs. Je vais commencer par le négatif. On reçoit 3 fois quand même, sachant qu'on est la 19e équipe à la maison. Il y a un petit négatif. On peut essayer d'aller accrocher la 20e place, c'est un objectif aussi. C'est pas mal. Donc sur ça, c'est un peu un petit motif d'inquiétude. En plus, si on affronte Chambly qui... ça c'est côté positif ou négatif, qui est adversaire direct et qui peut se sentir boosté, et c'est peut-être en plus pour moi c'est un peu leur match de la dernière chance, qu'ils ont quand même 4 points de retard sur la 18e place. Je suis d'accord avec toi, ils sont pas loin, mais ils ont toujours cette tendance à l'élastique. Chambly a une toute petite possibilité, mais ça implique de gros résultats, et une victoire à Océane pour eux samedi soir est quasiment indispensable dans leur quête de maintien. Et en plus, Dunkerque a un match en retard c'est à Amiens, donc Amiens qui n'a rien à jouer. Donc si Dunkerque a la bonne idée de gagner, ils seront du coup à 5 points de Caen. Après, j'ai point positif, c'est qu'on a un calendrier quand même. Chambly, adversaire direct. Toulouse qui est un peu dur. Valenciennes qui a rien joué. Et pour moi, 3 sera champion assuré, du coup n'aura rien à jouer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout le calendrier des autres. Alors pour moi, il n'y a que Niort et Guingamp qui ont un calendrier abordable, parce que Guingamp c'est Amiens, Châteauroux et Niort, que pour Niort c'est Rodez, Amiens et Guingamp. Chambly, ils ont Akpo, Paris FC, c'est pas fou. Dunkerque, ils ont un calendrier, mais ils ont Amiens, Sochaux, 3, Toulouse. Et Caen, Caen, comme on dit, reposer en paix. Caen, c'est les 3 mousquetaires, bonne chance les gars. Auxerre qui cherche le barrage. Toulouse qui veut être dans la 2e place pour être monté direct, et Clermont qui est exactement dans le même cas de figure. Clermont, lui, par contre, on sait qu'à la dernière journée, il aura rien assuré, que ce soit pour la montée ou pour les barrages. Donc Clermont va aller à Dornano en mode on gagne, et puis c'est tout. Et ce serait terrible pour Caen, ce serait encore une fois potentiellement un match à Dornano à la 38e journée qui pourrait les condamner. C'est déjà arrivé dans l'histoire pas si lointaine de Malherbe. Donc c'est surtout ce point-là qui me dit que quand on pourra aller prendre Toulouse, vu que c'est une machine en ce moment, Auxerre ça vacille un peu, donc pourquoi pas. Et Clermont, c'est leur histoire qui se joue, donc les mecs ils vont se donner à fond, et sachant qu'ils ont une meilleure qualité de jeu,
ça me paraît compliqué. Dunkerque, pareil. Et Chambly, je trouve qu'il y a quand même un petit gap à combler. Donc, pour moi, c'est quasiment fait. Donc, je suis assez serein sur ça. Mais si on pouvait éviter de jouer au couillon, ça serait pas mal. Ouais, jouer au couillon, on a eu l'habitude, mais bon, normalement, selon tout ce que Florian vient de vous dire, devrait pas y avoir plus de soucis que ça. Je le rejoins à 100%. Il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu pour que le hack soit très fortement en danger d'ici la fin de la saison. Et en plus, il y a des équipes qui se rencontrent entre elles. Donc, il n'y aura pas le plein de points pour chacune. Ça devrait le faire. Si on peut le faire dès samedi, ce serait pas plus mal. En tout cas, nous en avons terminé pour ce sujet au niveau de Rodez, au niveau du calendrier. Chers amis auditeurs, la parole est à vous. Activez-vous, c'est parti. Romain, est-ce que le sentiment de soulagement a entraîné une décompression au niveau des commentaires ou est-ce que tu as quand même trouvé suffisamment de matière pour nous raconter le match vu des auditeurs? J'ai quelques pépites quand même, parce qu'on a toujours nos favoris, hein, Carpet et Hervé Bizal, je vais vous les citer. Donc quand même la veille du match, Carpet pour les intimes qui nous dit « Ne pense qu'au but de Boutaïb servi par Hervé Basile demain au stade Paul Lignon ». C'est quand même fort. Il a tweeté ça la veille du match. Carpet d'ailleurs ouvrira son cabinet de voyance dès demain matin. Vous pouvez vous renseigner sur carpetpourlesintimes.com. Ensuite, je vais vous citer 3 fois Hervé Bizal parce que pendant le match, cette fois, il nous fait nous poser des questions et des vrais débats et des faux débats. J'ai un premier débat pour vous. C'est qui le plus rapide entre Boutaïb et Thomas Ayas? Putain, ça c'est magnifique. Il a illuminé ma soirée. Parce que c'était vraiment bien. Et celle-là, elle m'a bien fait rire. J'ai un deuxième débat, un petit peu plus sérieux quand même, toujours d'Hervé Bizal, mais par contre Fofana, c'est vraiment plus mauvais qu'Mbemba? Ah, celle-là, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue celle-là. Mais va falloir se poser la question. Nolan, je sais pas vous, je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. C'est qu'on sent on sent qu'il est pas aussi mauvais que ce qu'on voit. Mais pourtant, à chaque fois qu'il tente quelque chose, bah non, ça réussit pas. Je continue avec Hervé Bizal qui, forcément, sur le but de Boutaïb, nous fait un « Oh là là, la triplette Thierry Boutaïb Basile est incroyable ». C'est pas le mot que j'aurais dit, mais... Faut pas abuser, ça se trouve, il va faire re-signer Basile. Le hack en serait capable. Allez, je passe. Tu sais quoi, le pire, c'est que ça pourrait être vrai en plus. Ah non, mais je rigole pas, je pense que c'est possible. Mais moi je rigole parce que si tu rigoles pas, c'est ça le souci, c'est que j'ose espérer. Non mais non, on imagine, imagine finalement tu fais re-signer Hervé Basile pour pas prendre Marmot. Non, je rigole, mais imagine quand même. Je passe sur de l'après-match et je vais citer un supporter bien connu des réseaux Ciel et Marine, je vais citer Flock, puisqu'il a tweeté ça. La seule chose qui pourra nous sauver, c'est Malherbe, en étant encore plus nul que nous. C'est moche, hein. Oui, mais j'ai vu dans les commentaires qui a dit, il y a un canet qui a dit pour une fois vous allez pas nous vanner, nous insulter, on vous fait bien plaisir sur ce coup-là et je tiens à remercier ce fan d'avoir beaucoup d'autodérision parce que moi je sais pas comment il fait. On a dit faut pas se moquer des situations désespérées. Là, ce serait tirer sur une ambulance. Mais bon, au moins, c'est vrai que dans notre équation de maintien, c'est un point positif. La situation est cocasse, d'autant plus qu'on rencontre Chambly la semaine prochaine, et c'est vrai qu'on en a parlé. On a parlé avec Mathieu Billot qui nous dit allez, là, vous allez bien nous aider. Et on l'a dit, on lui a juste répondu tu connais le hack au stade Océane, va pas falloir compter sur nous pour t'aider dans le C'est pas notre faute. Malherbe. C'est pas notre faute, merde. Allez, une vraie réaction d'après-match de Julien Le Cacheur. Un miracle nommé Boutaïb. Il marque alors qu'il est transparent tout le match. Sinon, Rodez a fait une hack. En fait, Rodez a dominé, a gâché et s'est fait rejoindre. Au final, on jubile presque devant un match nul 1-1 face à Rodez. Bref, le hack est tombé bas. C'est bien résumé. Et le hack est à son niveau pour cette saison. Jonathan Hiver qui nous dit l'esprit du hack a disparu. Alors oui, ils vont se maintenir. Ils vont faire un bon début de saison l'année prochaine pour se montrer au mercato et après. Pas assez de concurrence, ce qui fait des joueurs assurés de jouer, qui s'en foutent complètement, j'en ai marre. C'est le problème qu'on avait soulevé la semaine dernière en parlant justement du futur effectif du hack qu'on voulait resserrer.
ça implique forcément resserrer, ça implique moins de concurrence. Et donc, il faut que tu aies quand même des joueurs qui soient capables de rentrer dans d'autres postes. Or, si tu as un écart entre ceux qui jouent et ceux qui jouent pas et que ton effectif il est réduit, bah, effectivement, c'est le risque de la non-concurrence qui peut arriver. Je vais continuer avec un tweet de Moon Ivy. Quel ennui, 4ème 1-1 de suite, ça veut tout dire. J'espère juste que le but de Khalid le libérera pour la fin de saison. Ah bah s'il commence à planter en fin de saison, on va rire encore en jaune, hein, parce que ça se réveille tard quand même. Non, bah après, 1-1, c'est bien, parce qu'il y a des moments où on marquait pas de but. Donc c'est plutôt positif déjà qu'on marque. Et pas sur péno. Et je voulais revenir sur ça aussi. Ça fait très très longtemps, et j'ai cette sensation bizarre, qu'on s'est pas pris de carton rouge. Parce qu'au début de saison, c'était à foison. Et là, ça fait... je crois que c'est la culture turque. La culture turque est partie, et depuis, c'est devenu beaucoup plus calme au sein du vestiaire, je pense. Non, mais en vrai, on est quand même bien plus posé. Enfin, moi, je l'ai dit cette semaine sur les réseaux. Une recrue comme Pierre Gibaud, par exemple, fait une très bonne saison, à mon sens. Hein. Je suis content de l'avoir aujourd'hui dans l'effectif. Et on parlait de joueurs pas trop chers ou quoi que ce soit. Bon bah, des profils comme Pierre Gibaud, si on peut trouver ça, mais plutôt en attaque cette fois pour l'année prochaine, ça m'irait bien. Donc, et c'est vrai, comme pour te rejoindre, que depuis que c'est Pierre Gibaud et Mayembo en défense centrale, on a retrouvé quand même de l'apaisement, un certain apaisement quand même au niveau de l'effectif. Hein. Ah, en fait, c'est que le problème, c'est que de trouver la bonne affaire en attaque à pas cher, on va être 40 en France à vouloir essayer de faire ça. Surtout l'année Donc, prochaine. bah, oui, enfin, à tous les postes, hein, à tous les postes, ça sera comme ça en France. Et quand on voit ce qui se passe de côté, on commence à voir, on commence à voir un peu les vrais soubresauts de Mediapro commence à arriver. On a vu ça à Bordeaux, ça peut peut-être aussi arriver à Caen en cas de catastrophe industrielle. Donc, on avait vu aussi la déclaration du président de Dunkerque qui avait dit que selon lui, il y avait 6 clubs en Ligue 1 et 6 clubs en Ligue 2 qui avaient des gros problèmes de trésorerie, suffisants en tout cas pour mettre en danger. Donc effectivement, il y aura peut-être des possibilités en attaque, mais il faudra peut-être attendre vraiment le tout dernier moment et ça voudra peut-être dire faire un petit peu les vautours entre guillemets. Le hack, ils aiment bien attendre le dernier moment. Non, même pas, non. Je vous partage un dernier tweet de Clément qui était avec nous la semaine dernière, qui se demande donc quel joueur on garde pour la saison prochaine dans l'équipe de ce soir. La moitié n'est pas au niveau. On a beaucoup de chance ce soir. On a retrouvé le hack de la première partie de saison et il a noté que Abdelli était impeccable dans son rôle un peu plus reculé en deuxième période. Bah, qui on garde quand même pas mal. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai cette sensation. Ouais, par la force des choses, mais ouais, c'est sûr. Ah non, mais Corgelin, moi je suis un fan, même s'il est un peu moins décisif qu'au début ici. Gibaud a été bon. Moi, personnellement, je fais pas les juger sur un match, mais plus sur leur saison de base qui est locale, c'est bon si ça reste. Cornet, bon, peut-être pas titulaire, mais plus ou moins, ouais. Et puis bon, après, Thierry, par la force des choses, si on recrute pas, bon, il était pas titulaire, il était remplaçant. Donc ça va, on en garde quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, on a un peu plus de mal. Mais de toute façon, ensuite, c'est toujours pareil. Hein. Si normalement le mec en face, si toi tu vois des joueurs qui sont pas bons, bah, le mec en face, il va les voir qui sont pas forcément exceptionnels non plus. Donc c'est pas aussi simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Si le mec il est pas en fin de contrat, tu le fais pas partir aussi facilement que ça. Surtout à l'intersaison qui s'annonce où les salaires risquent de baisser. Par contre, moi je voulais revenir avec vous sur l'entrée de Marabout qui a été plutôt percutant encore samedi soir. Pourquoi il joue pas? Je sais pas. Parce que c'était l'occasion quand même samedi soir on n'avait pas d'attaque. Alioui était pas là, Bonnet était pas là. Est-ce que finalement on veut pas trop le mettre en avant là sur cette fin de saison? Je sais pas. Je me pose des questions sur le fait que pourquoi il joue pas. Je sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas de contrat. Ouais. C'est possible. Je me demande. Je sais pas. Mais si c'est vraiment parce qu'il n'a pas de contrat, bah faut aller au bout de la logique. Il faut pas le prendre dans le groupe. Hein. Je sais pas, non. Peut-être que Paul Le Guen estimait tout simplement que vu le contexte actuel, il fait pas rentrer ses jeunes tant qu'il n'a pas obtenu le maintien et que une fois qu'il aura obtenu le maintien, bah là il lâchera les vannes de manière plus importante, mais que pour le moment il fait confiance à son. Paul Le Guen, pour enlever la confiance de Paul Le Guen, les joueurs, il faut quand même qu'ils y mettent du sien. Il y a quand même des exemples qu'on a vus de joueurs qui étaient pas bons, qui auraient mérité de passer au frigo, et à laquelle il a toujours maintenu sa confiance.
Herzog, il lui a maintenu sa confiance alors que c'était pas forcément exceptionnel. Basile, il lui a toujours fait confiance dans la mesure du possible. Je pense qu'il fait confiance à ses vieux et quand ils auront assumé le maintien, il laissera un peu plus de place aux jeunes. En tout cas, chers amis auditeurs, comme nous le répétons chaque semaine, vous avez du talent. Merci de continuer à égayer nos samedis soirs post-match. C'est toujours agréable de pouvoir partager vos impressions. Et maintenant, nous allons pouvoir parler d'autre chose, un sujet peut-être un peu plus soulagé. D1 Arkema, c'est maintenant. Jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Le jackpot total. C'est inespéré. C'est désormais acté. La D2 féminine part en saison blanche. Aucune promotion n'interviendra cette saison et par conséquence, nous partons du principe qu'il n'y aura aucune descente de D1 Arkema non plus. Après la promotion sur photo finish l'année dernière, le maintien sur intervention d'une autorité supérieure permet aux joueuses de Michael Bunel de bénéficier d'un prolongement de bail de 12 mois. On leur souhaite de mettre à profit ce temps supplémentaire pour se sauver sportivement en 2021-2022, car la bonne humeur vue dans les reportages consacrés entre autres à Ashley Clark aurait peut-être du mal à se contenter de si peu de points la saison prochaine. Messieurs, donc l'annonce que nous attendions est enfin arrivée. La D2 féminine part en saison blanche. On va supposer que pour la D1 Arkema, donc, on restera avec les 12 mêmes membres pour la saison prochaine. Est-ce qu'on souffle vraiment? Là aussi, c'était pénible et c'est assez. Et on espère que ça ira mieux la saison prochaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour repartir sur de meilleures bases pour la saison 2021-2022, avec pour objectif une 10e place au minimum? Romain, à toi la parole. Bah, je pense qu'en off, il souffle un peu quand même. On attend l'officialisation vraiment qu'il n'y a pas de descente, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement. Donc moi, je pense qu'en off, il souffle quand même, surtout que c'est Lyon et le PSG qui arrivent pour les féminines là. Donc voilà, mais tant mieux. Tant mieux, c'est vrai qu'on s'est beaucoup fait attaquer par Saint-Etienne l'année dernière sur la montée, là, comme tu l'as dit, en photo finish à cause du Covid. Là, elle se sauve grâce au fait, encore du Covid d'ailleurs, et grâce au fait que c'est saison blanche en D2. Bon, maintenant, il va falloir apprendre de tout ça, il va falloir apprécier tout ça, parce que c'est pas normal, elles devraient pas être là où elles seront l'année prochaine, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il va falloir l'apprécier à juste titre. Et puis se demander ce qu'il faut faire, donc se remettre au travail le plus tôt possible. Moi, je pense personnellement qu'il faudra aller chercher un entraîneur expérimenté dans cette D1 ou dans le football féminin. J'ai rien contre Michael Bunel et ce qu'il a essayé de faire, mais on voit bien que ça manque d'expérience au HAC. On voit bien qu'il va falloir ramener des connaisseurs de ce football féminin. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, et je me répète, je pense que c'est ça une des solutions. Maintenant, je m'inquiète au niveau du budget, parce que quand même, je trouve que Vincent Volpe avait vachement ouvert les vannes côté féminine cette saison pour leur donner toutes leurs chances. L'année prochaine, ce sera peut-être pas le cas. Je sais pas trop où on en est à ce niveau-là dans le football féminin, combien ça coûte, etc. Mais on sait déjà que la section féminine rapporte pas d'argent. Vincent Volpe l'avait déjà dit, ça ne fait que coûter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va donner comme moyen aux féminines l'année prochaine? Quelles joueuses vont rester? Je pense à des joueuses comme Policarpo qu'on n'a pas beaucoup vu cette année. Est-ce que finalement elle va retrouver un poste de titulaire ailleurs? Voilà, il y a plein d'autres joueuses qui vont peut-être pas rester. Il y a beaucoup de joueuses qui sont prêtées, qui vont rentrer dans leur club. Donc il y a toute une équipe quand même à reconstruire aussi de ce côté-là. Et maintenant voir les moyens qui seront mis en face. On verra aussi ce que ça peut donner, parce que là aussi, il y a la secousse bordelaise a atteint aussi les féminines, dont l'équipe n'est pas sûre de pouvoir repartir l'année prochaine, ce qui serait quand même une grosse sensation dans le championnat, avec des joueuses forcément libres en cascade qui pourraient peut-être descendre. Ouais, des bonnes pioches. Des bonnes pioches. Peut-être pas aller choper des Bordelaises directement, mais peut-être par effet de ricochet des Bordelaises qui sont recrutées dans d'autres clubs, et ensuite des bonnes joueuses de ces 10 clubs qui seraient disponibles et que nous pourrions récupérer. Florian, le mot de la fin pour toi. Je tenais juste à dire que le hack féminin est sponsorisé par Benoît Paire, parce que quand même 2 années de suite, être sauvé. Ah là, oui, tu vas te prendre mon monsieur. Qu'est-ce que tu vas prendre sur les réseaux sociaux? C'est sexiste, ça, monsieur. Faut pas le dire.
Ah non, c'est pas ça. Mais faut dire qu'il y a quand même un beau brin de chance qui leur sourit depuis 2 ans. L'année dernière, ça passe alors que je crois que Saint-Étienne avait un match en moins ou un truc comme. Enfin, il y avait quelque chose d'un Ça peu s'est louche. joué à rien. Ils sont vraiment allés dans les calculs. Ça s'est Voilà. joué À une bien long, virgule. bien. C'était pas la première décimale. C'était après. Ouais, et puis bah là, sauvé après une saison, on va dire, un peu catastrophe. Bah, tant mieux pour elle, évidemment, ça nous fait plaisir qu'elle reste, qu'elle puisse continuer l'aventure. Après, voilà, pour enlever tout le côté blague, là, il faut se remettre au travail. Je suis d'accord. Pour moi, il faut un vrai entraîneur qui connaît bien les féminines et qui surtout connaît le maintien. Ne pas refaire la même erreur de cette saison, de dire on est là pour jouer les premiers rôles. Là, je sais plus dans cette interview qui m'avait fait sortir des yeux alors que tu étais dernier à ce moment-là. Enfin, pareil, hein. C'est comme les garçons, la communication, travailler en silence, et quand tu as bien travaillé, tu peux dire on a fait ci, on a fait ça, et pas l'inverse. Recruter intelligemment, c'est pas forcément dire mettre des millions sur des grosses joueuses, mais même recruter, pour moi, ça veut dire garder aussi ces bons éléments, parce qu'on sait très bien qu'il y a certains éléments qui vont être convoités, et que, évidemment, pour certaines, c'est plus tentant d'aller jouer un milieu de tableau, voire un haut de tableau, que de se battre pour pas être dans les 2-3 dernières. Donc c'est surtout bien surveiller ça et essayer de bien travailler, de repartir sur des bonnes bases et apprendre aussi de cette saison que, bah certes, oui, vous n'êtes pas pris des 6-0 tous les week-ends, mais que 6-0 ou 1-0, le résultat c'est une défaite. Donc apprendre de ça et être peut-être plus concentré, être plus vicieux sur le terrain pour aller choper des 1 partout comme le fait si bien Noack garçon. Juste une bonne nouvelle quand même pour l'année prochaine qui va avec le maintien en D1. C'est normalement, selon mes sources, la prolongation automatique d'1 an de Constance Picot si en cas de maintien. À suivre, hein, mais normalement Constance devrait rester encore 1 an de plus dans les cages à Brest. Et avoir une des 3 meilleures gardiennes françaises dans la cage quand tu es dans la position où on est, c'est quand même C'est déjà très un atout positif. très positif. On peut faire un peu de fiction et se dire si on avait eu une gardienne de moindre qualité dans les buts de cette saison, où est-ce qu'on en serait? Ça peut nous aider. En tout cas, déjà, si on part avec une bonne gardienne la saison prochaine, ce sera toujours ça de prix. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.